Alors, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Gracia Kasoki-Katawa. Je suis votre mairesse d'arrondissement. Donc, bienvenue à cette séance du conseil d'arrondissement extraordinaire. Avant de débuter, nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Je remercie la nation Kanien'kehá:ka, Mohawk, de son hospitalité en territoire non cédé. Alors, nous étions au point 10.01, donc comme ouverture de la séance. Nous allons maintenant passer au point 10.02, donc l'adoption. Je propose d'adopter, appuyé de Despina Surias, lors du jour de la séance extraordinaire du 7 octobre 2024 à 17h30 du conseil d'arrondissement. C'est adopté en 10.03. Donc, nous sommes à la période de commentaires des membres du conseil pour débuter ce conseil d'arrondissement. Donc, je vais débuter avec un mot et suivra l'opposition officielle à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, je vais demander au technicien de nous accompagner avec un chronomètre, s'il vous plaît. Excusez-moi, il y a un petit enjeu technique. Parfait. Donc, c'est 5 minutes par personne pour cette partie. Donc, à ce moment-ci du mot d'introduction pour la séance extraordinaire, je vais me concentrer sur le budget. Toutefois, sachez qu'à l'ouverture de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement qui va suivre directement après, je vais prendre le temps de dire quelques mots sur l'actualité d'aujourd'hui, des derniers jours et des dernières semaines. Donc, aujourd'hui, c'est une séance importante puisque nous allons présenter et adopter le budget et le programme décennal d'immobilisation, donc le PDI de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce pour l'année 2025. Le budget qu'on va présenter, c'en est un dont je suis particulièrement fière parce que c'est le fruit de tout le travail que notre administration a accompli depuis les 3 dernières années. Dans ce budget et dans ce PDI, on redonne aux gens de Côte-des-Neiges NDG en livrant des grands projets qui sont attendus depuis fort longtemps et que notre administration a été capable de débloquer. Mais surtout, on se concentre sur notre rôle le plus fondamental en arrondissement, qui est celui d'offrir des services de qualité à la population et d'améliorer la qualité de vie de toutes et tous. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est le dernier budget qu'on vous présente avant la prochaine élection municipale. Quand on est arrivé au pouvoir, il y avait énormément à faire et je suis consciente qu'il en reste encore beaucoup. Mais je pense qu'année après année, notre vision, celle pour laquelle vous avez voté, prend un peu plus vie dans les rues de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, dans nos parcs, dans nos maisons de la culture et j'en passe. Cette année, parce qu'on a eu plus de temps, on peut vous présenter un budget qui livre des projets qui ont demandé un travail de longue haleine, des projets sur lesquels on a travaillé depuis le jour 1. Et je pense notamment, par exemple, à l'écoquartier Namur-Hippodrome, à la réfection du parc Jean-Vriand ou encore au skatepark Béni. Avec un tel budget, on se donne les moyens d'offrir des services de qualité à la population de Côte-des-Neiges NDG, tout en étant responsable dans notre gestion des finances dans un contexte économique difficile. C'est donc avec courage et en demeurant à l'écoute des besoins que l'on garde le cap sur notre objectif ultime, c'est-à-dire améliorer concrètement la qualité de vie des gens de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Lors de la présentation du PDI et du budget, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage sur notre planification budgétaire. Avant de conclure, par contre, je tiens à remercier les équipes de l'arrondissement pour votre précieuse collaboration pour la révision et la préparation du présent budget. C'est un exercice de planification qui est rigoureux, qui nécessite plusieurs heures de travail et l'implication de plusieurs équipes. C'est un exercice qui est piloté par notre équipe des finances et par notre directeur d'arrondissement, mais toute la fonction publique doit mettre la main à la pâte. Chacun des services, chacune des divisions doit faire son effort, s'assurer que les fonds publics sont bien dépensés et trouver des solutions innovantes pour offrir de meilleurs services. Les besoins et les défis qui sont devant nous sont importants et les moyens ne sont pas illimités. Merci également à toutes les équipes pour ce qu'on a accompli ensemble au quotidien pour les gens de Côte-des-Neiges NDG. Je pense ici aux équipes terrain, au col bleu, que je croise tous les jours dans nos rues. Je pense aux conseillères et conseillers dans les différents services que je croise aussi dans nos rues, à vélo par exemple, pour tester nos infrastructures, dans nos parcs ou dans nos bibliothèques. Je pense aux équipes de gestionnaires terrain et de direction qui sont là pour épauler les équipes et s'assurer que l'on puisse atteindre collectivement nos objectifs pour les citoyennes et citoyens. Donc,
En terminant, je me permets de remercier tout particulièrement Patricia Arcan, chef de division finance, et son équipe pour nous avoir guidés à travers tout ce processus avec rigueur et bienveillance. Encore une fois, je pense qu'on peut se dire avec le budget qu'on va vous présenter que c'est mission accomplie pour cette année, même si malgré tout, il reste encore beaucoup de travail. Merci et bravo à toutes et à tous. Je vais maintenant céder la parole à mes collègues de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, comme vous le savez tous et toutes, nous sommes ici pour la présentation du budget 2025 de notre arrondissement. Et je dois dire sincèrement que la situation est très préoccupante. L'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce est sous-financé par la Ville-Centre, et cela malgré que la mairesse siège sur le comité exécutif de l'administration Plante et soit affiliée avec le parti au pouvoir Projet Montréal. Son silence face à ce sous-financement est tout simplement scandaleux. Pour être clair, en 2025, les transferts centraux, qui représentent 76 % de l'enveloppe budgétaire de notre arrondissement, n'ont augmenté que de 120 000 $, soit une modeste hausse de 0,2 %. Pourtant, sous cette administration, les dépenses de la Ville-Centre ont augmenté de manière vertigineuse, avec une hausse d'1 milliard de dollars depuis 2017, ce qui représente une augmentation de 41 %. Comment justifier que Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce soit laissé pour compte alors que les dépenses globales de la ville explosent? Pour équilibrer le budget, notre arrondissement est forcé encore une fois de puiser dans ses réserves. En 2025, c'est 1,7 million de dollars qui seront siphonnés de nos réserves, soit 250 000 $ de plus que l'an dernier. Ce n'est pas une gestion financière durable ni responsable. Cela montre que le sous-financement de notre arrondissement n'est pas un problème ponctuel, mais bel et bien un problème structurel qui doit être absolument résolu. What is even more troubling is that the local administration is congratulating itself on an alleged reduction in local taxes in the local tax rate. But let's be really honest here. Residents' taxes are indeed going to increase. In reality, the revenues of the local tax in this borough will rise by 5%, placing Côte-des-Neiges and DG among the 3 boroughs with the highest tax increase in the city. Our residents are already among those who pay the most taxes in the entire city. In 2024, our borough was ranked 3rd for the highest taxes for an average single-family home, 5th for an average condominium, and 4th for a multiplex. In 2025, our residents will once again pay a hefty price, and this will also have direct impacts on tenants, because the truth of the matter is when there are increases in the municipal taxes, they pay the burden of that increase. Et pendant que l'administration pige dans nos poches avec la main gauche, elle coupe aussi dans les services avec la main droite. On réduit dans les services essentiels, comme l'entretien du réseau d'aqueducs et d'égouts, ainsi que la gestion des déchets et des matières recyclables. Mais où sont les détails? Quels postes seront coupés exactement? Quels services précis seront affectés? Nous avons très peu d'informations à ce sujet et cela, malheureusement, est inacceptable. Certes, nous ajoutons des postes pour le développement dans le quartier Namur-Hippodrome, dans les interventions sociales et l'inspection du domaine public. Mais à quel prix? Et ces postes-là sont des postes temporaires. Où se feront les coupes dans les autres secteurs d'activité? All of this information is not present in the presentation we will be having. We cannot accept that our citizens are underfunded once again and poorly served while they continue to contribute more than the majority of the city and the boroughs through their taxes. It is beyond time that we demand our fair share of funding here in the borough of Côte-des-Neiges and DG, and that we ensure that our essential services are not sacrificed. Merci beaucoup. Donc, c'était la période de commentaires des membres du Conseil. Maintenant, on arrive à la présentation du budget 2025 et du programme décennal d'immobilisation 2025-2034. Et on s'en suivra là, la période de questions des membres du public et ensuite les membres du Conseil. Donc, je vais débuter cette présentation, puis on va laisser également les services présenter les différents chiffres du budget. Alors, sur les photos que vous voyez à l'arrière de moi, la première photo qu'on voyait, c'était en fait les rendez-vous Notre-Dame-de-Grâce qu'on a mis en place cette année. Puis la raison pour laquelle je vous parle de ça en débutant, c'est que
c'est un exemple de projet qui exprime bien en fait ce qu'on le souhaite faire avec l'arrondissement. C'est-à-dire, on veut développer des quartiers à échelle humaine qui sont animés, où on redonne l'espace public à la population, où les espaces publics sont fréquentés, où les gens se rencontrent. Pour les personnes qui ont eu l'opportunité d'aller au rendez-vous Notre-Dame-de-Grâce au courant de l'été, vous allez voir qu'il y a des jeunes, des adolescents, des adultes, des personnes aînées qui se rassemblent dans le parc à chaque semaine au courant de l'été pour finalement s'amuser ensemble. Et ça illustre très bien ce qu'on a essayé de faire dans les différentes parties de l'arrondissement au cours des 3 dernières années. C'est ce qu'on appelle faire des quartiers à échelle humaine et on pense sincèrement que ça contribue à développer puis à renforcer le tissu social dans l'arrondissement. Donc, sur cette diapositive, je veux vous exprimer que pour être capable de bien se comprendre aujourd'hui, il est important de savoir que l'arrondissement a 2 budgets qui sont distincts. Donc, et que chacun de ces budgets a des règles différentes. Tout d'abord, le budget de fonctionnement qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est un budget qui couvre les affaires courantes de l'arrondissement, c'est-à-dire les loisirs, nos bibliothèques et les personnes qui vous servent dans nos institutions, la collecte et le transport des matières résiduelles, par exemple, ou encore le déneigement. On va aussi vous présenter le programme décennal d'immobilisation, ou le PDI, qui couvre les projets d'investissement dans l'arrondissement qui seront effectués sur son territoire au courant des 10 prochaines années. On parle, par exemple, d'entretenir nos rues locales, nos bâtiments, nos parcs ou nos installations communautaires et sportives. Des projets d'investissement, ce sont des projets dont la durée de vie est de plusieurs années. Puis, donc, pour donner un exemple concret, quand on refait un chalet de parc, c'est un investissement et ça apparaît donc au programme décennal d'immobilisation, alors que quand on parle de payer les frais courants d'électricité ou de chauffage de ce chalet et des réparations mineures, ça, on parle du budget de fonctionnement. Donc, un plan de présentation pour aujourd'hui. Donc, on va vous partager une petite mise en contexte de l'arrondissement pour se rappeler les chiffres et les éléments qu'on doit prendre en considération lorsqu'on fait le budget. On va vous parler des réalisations 2024 avec le budget passé et ce qu'on va faire avec le budget 2025 en termes de priorité. Puis ensuite, je vais céder justement la parole à Patricia Arcan, qui est notre chef de division en ressources financières à l'arrondissement, puis elle vous partagera les détails plus spécifiques du budget de fonctionnement pour l'année 2025, l'information sur nos surplus et nos réserves et aussi les détails de notre plan décennal d'immobilisation. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, vous aurez le temps de poser vos questions, que ce soit à l'administration ou aux équipes de la fonction publique. Donc, à la prochaine diapositive, les chiffres sont importants ici parce que pour pouvoir bien comprendre les défis budgétaires, il faut comprendre ces différentes statistiques. Donc déjà, je crois qu'on le sait tous, on est l'arrondissement le plus populeux de l'île de Montréal avec 185 000 résidentes et résidents. Et ça, je tiens à le dire, c'est selon les statistiques du ministère des Affaires municipales de 2024. Donc, il y a eu une augmentation de la population au cours des dernières années. C'est aussi 253 kilomètres de rues qu'on a à entretenir, 410 kilomètres de trottoirs, et tout ça, c'est énorme. On parle 135 langues dans l'arrondissement, ce qui fait de nous un des arrondissements les plus polyglottes au Canada. Le revenu annuel moyen net des ménages dans notre arrondissement est de 48 920 $ par année. Et il y a beaucoup de disparités d'un voisinage à l'autre. C'est un élément qui est important à considérer pour s'assurer que notre budget, en effet, ne laisse personne derrière. Prochaine diapositive. Donc, toujours dans les statistiques, il faut comprendre qu'on travaille très fort pour répondre aux besoins des résidentes et résidents dans nos différents établissements. Par exemple, au 31 août dernier, on avait déjà traité plus de 21 000 demandes citoyennes et citoyens en personne, ici même à l'arrondissement, au bureau d'Accès Montréal. Il y a aussi, en fait, c'est une augmentation de 1000 par rapport au même moment l'année dernière. Du côté des permis inspection, on avait déjà réalisé plus de 3 190 inspections à la fin de l'été. Et l'hiver, on ramasse, ça paraît peut-être pas, mais on amasse près de 108 piscines olympiques à chaque hiver. La prochaine diapositive vous montre un peu les différentes installations qu'on a dans l'arrondissement. C'est-à-dire qu'on a par exemple 47 parcs, 15 jeux d'eau, 8 centres communautaires, 4 bibliothèques, dont la bibliothèque la plus fréquentée à Montréal, donc la bibliothèque Béni. On a 3 lieux de division culturelle, puis ça, c'est vraiment simplement des exemples. Donc, tout ça, on doit les payer, on doit opérer tout ça avec les budgets de l'arrondissement. Prochaine diapositive.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques informations importantes dans le processus budgétaire. C'est important de savoir tout d'abord que notre année financière est du 1er janvier au 31 décembre. Chaque année, on doit présenter un budget et un programme décennal d'immobilisation. Puis on est obligé de présenter un budget de fonctionnement qui est équilibré parce qu'on ne peut pas être déficitaire. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, avant de passer la parole à Mme Arcand, je vais vous présenter un peu les différentes réalisations de 2024 et ce qui s'en vient pour 2025. Donc, sur cette diapositive, vous voyez un parent et son enfant qui partagent un moment en famille sur une des placettes qu'on a mis en place, qu'on a commencé à mettre en place depuis 2022, puis qu'on a continué jusqu'à aujourd'hui, puis qu'on a bonifié en fait cette année. Comme le montre la photo, un des buts des placettes, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'offrir aux gens des espaces pour se rencontrer, pour profiter de l'extérieur, se réapproprier le quartier. C'est tout simple, ces interventions. Elles sont toutes simples, ces interventions, mais elles permettent, comme vous voyez, à un père et son enfant de profiter de la période estivale. On ne sait pas ce que vivent les gens qui fréquentent ces places publiques, qui rencontrent leurs voisins, voisines, et on croit fermement qu'offrir des espaces comme ceux-là permettent et contribuent vraiment, en fait, au bien-être de la population. Puis je pense qu'on peut le remarquer avec, justement, la fréquentation constante de nos placettes publiques depuis qu'on a depuis qu'on a commencé à les installer. Si on voit la prochaine diapositive. Oui, donc celle-là. Un autre élément qui est central à la vision de notre administration, c'est l'égalité des chances. Comme je l'ai mentionné plus tôt à Côte-des-Neiges-Ndiji, il peut y avoir énormément d'inégalités d'un quartier à l'autre, parfois même d'une rue à l'autre. Alors, c'est essentiel qu'on investisse dans l'ensemble de nos quartiers afin de nous assurer de ne laisser personne derrière. Donc, en 2024, on a continué d'investir dans la sécurité alimentaire en soutenant des banques alimentaires comme le dépôt Notre-Dame-de-Grâce et Multicaf, qui font un travail énorme pour nourrir les plus démunis, puis on continue à réfléchir avec eux sur les meilleures façons de faire pour continuer à les soutenir. En collaboration avec ces mêmes organismes, on a mis sur pied des initiatives d'agriculture urbaine ambitieuses, notamment la ferme Les Bonnets Bleus sur l'ancien site de l'hippodrome, ou encore le tout nouveau toit vert à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce, qui était en fait un espace qui était inutilisé. Puis lorsqu'on l'a vu, on s'est dit, mais il faudrait l'utiliser puis faire justement un toit vert qui pourrait nourrir les Montréalaises et Montréalais, les gens de Côte-des-Neiges-Ndiji, est une bonne idée. Donc, on est allé de l'avant avec ce projet. Et grâce à un financement de la Ville-Centre, on aura le premier jardin communautaire vertical de la Ville de Montréal, qui verra le jour dans Loyola sur la rue Fielding. Ce jardin innovant va permettre de cultiver davantage de denrées sur un plus petit espace afin de nourrir plus de personnes. Donc, ces initiatives d'agriculture urbaine, c'est aussi un retour aux sources pour Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, car on sait que notre arrondissement a un passé, en fait, agricole. Si vous avez participé à une plantation du melon de Montréal à l'hippodrome cet été, j'espère que, comme notre équipe, ça vous a permis de vous sentir un peu plus connecté à l'histoire de nos quartiers. Ensuite, en 2024, on a aussi investi dans notre jeunesse. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. C'est un élément, s'assurer finalement d'offrir des activités sportives, du loisir, s'assurer que nos jeunes soient entourés le plus possible de leaders positifs. Ça a été un élément qui était une priorité depuis le jour 1. Malheureusement, avec une tragédie qui est arrivée lorsqu'on est entré en poste. Et à chaque année, on investit dans notre jeunesse. Donc, cette année, on a investi en soutenant les initiatives de ceux qui connaissent le mieux nos jeunes, c'est-à-dire les organismes de Côte-des-Neiges-Ndiji qui travaillent auprès de la jeunesse depuis des années. Un exemple, c'est l'événement de la rentrée qui a eu lieu au Chalet Kent, qui est une initiative de jeunes que nous, on est venu finalement bonifier avec notre programme d'animation des voisinages. C'était un événement qui a attiré énormément de jeunes de notre quartier. Les jeunes qui ont organisé ça, qui étaient à la base de ça avec le Chalet Kent, étaient très, très fiers de ce qu'ils ont accompli et avec raison. Donc, on va continuer à soutenir ce genre d'initiative dans l'arrondissement. On a aussi multiplié les interventions auprès des jeunes et en créant des activités pour elles et eux, comme par exemple les jeux de la rue pour les filles. Les jeux de la rue, c'est en fait finalement une activité qui est offerte à plusieurs jeunes au courant de l'été, sauf qu'on voyait peut-être une moins grande présence de nos filles. On s'est assuré de leur dédier un moment. Si on continue à la prochaine diapositive, une autre façon dont on peut s'assurer de l'égalité des chances, c'est en offrant des opportunités d'expérience culturelle à toutes et à tous, et ce, dans tous les quartiers. Ça aussi, c'est un élément qu'on a travaillé depuis le jour 1.
C'est pour ça que notre administration met autant d'énergie et de ressources pour offrir une programmation 4 saisons d'activités hors les murs. Cette programmation, ce sont des centaines d'activités culturelles, au-delà de ce qui se passe dans nos maisons de la culture. Des activités culturelles, sportives, pour les jeunes et les moins jeunes, aux 4 coins de l'arrondissement. Par ailleurs, j'en profite pour vous aviser que nous sommes présentement en consultation publique de la population, des organismes et des artistes pour développer une vision culturelle de l'arrondissement. Parce que nous savons que les gens de Côte-des-Neiges et NDG apprécient les initiatives culturelles dans nos maisons de la culture et hors les murs, parce que nous avons beaucoup de talents et d'artistes locaux, et on veut se doter d'une vision qui va permettre de nous propulser dans cet élan. Donc, toujours dans notre volonté d'assurer l'égalité des chances, on a aussi besoin de continuer à investir dans nos infrastructures de quartier. Par exemple, cette année, on a rénové le terrain de baseball au Parc Béni, puis on a aussi répondu à une demande de longue date de la communauté en construisant un skatepark plus attrayant et surtout plus sécuritaire pour les jeunes. Le chantier sera terminé au printemps 2025 et on va reverdir les abords du skatepark ainsi que l'ancien site où se trouvait l'ancien skatepark finalement dans le Parc Béni. En plus d'investir dans nos infrastructures sportives, on investit également dans nos parcs. Donc en 2024, on a rénové les chalets de parc Mackenzie King et Van Horn, puis on a aussi construit un tout nouveau chalet de parc et des jeux d'eau au parc Coffee. Finalement, on sait qu'en 2024, on vit aussi une réalité où la façon dont les gens utilisent l'espace public évolue avec les différents défis sociaux qui s'offrent à nous, disons. Là. Donc, en tant qu'arrondissement, notre rôle, c'est d'adapter nos espaces, notamment nos parcs, pour que chacun et chacune puisse les utiliser comme il le souhaite, et ce, dans le respect de tout et chacun. Ici, c'est important pour moi de prendre un moment pour parler de l'enjeu complexe qu'est l'itinérance. J'ai souvent dit, pour relever le défi lié à l'itinérance, nous devons travailler sur plusieurs fronts, à court, moyen et long terme. À court terme, l'arrondissement travaille très fort à trouver des stratégies qui favorisent la cohabitation sociale dans un contexte actuellement difficile. Je peux vous donner l'exemple du parc Martin Luther King, où on collabore avec le Centre d'écologie urbaine pour réaliser un portrait des usages du parc. Et ça, c'est en plus de tout le travail de collaboration entre les différents organismes communautaires, entre l'arrondissement, entre le SPVM, pour nous assurer, depuis le début de notre mandat, finalement, de favoriser la cohabitation sociale dans ce parc-là. Le travail qu'on a fait avec le Centre d'écologie urbaine, toutefois, cette année, ça va nous permettre d'adapter l'aménagement du parc pour éviter qu'il y ait des conflits, finalement, entre les différents usages du parc dans le futur. C'est une opportunité aussi d'améliorer, finalement, le parc Martin Luther King. Je veux aussi souligner qu'en 2024, on a eu pour la première fois une halte chaleur 24/7 pour les personnes en situation d'itinérance grâce à la collaboration de Prévention Côte-des-Neiges NDG et de Multicaf, ainsi que nos équipes de l'arrondissement. En 2023, on a investi en arrondissement 200 000 $ dans le projet parce que c'est une priorité absolue. Bien sûr, comme toute première fois, il y a des choses à améliorer dans ce projet-là. Et c'est pour ça qu'on soutient le travail de Prévention Côte-des-Neiges NDG et du CIUS qui les finance pour avoir une formule de halte chaleur bonifiée pour l'hiver qui doit débuter dans quelques mois. À moyen terme, cette fois, on travaille sur 2 fronts. On travaille sur la mise en place d'un hébergement de transition dans Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce afin de nous assurer d'avoir un service à l'année pour les personnes en situation d'itinérance. On travaille aussi à la mise en place, je pense que vous l'avez entendu, de 2 projets pilotes de maisons modulaires à Montréal avec des services psychosociaux pour des personnes qui sont dans le besoin également. Et si je termine à moyen et long terme, on le sait tous, on travaille au développement de logements hors marché qui est la solution ultime finalement sur les enjeux d'itinérance. En fait, ça me permet de faire cette transition vers le sujet de l'habitation qui est un sujet de grande importance. Parce que la lutte contre l'itinérance, elle commence bien avant qu'une personne se retrouve à la rue. Elle comprend une multitude de services, notamment en santé mentale, qui ne dépendent pas nécessairement de la ville de Montréal, mais elle comprend aussi l'accès au logement. Et c'est sûr que quand on traverse une crise du logement comme celle de Montréal ou de toutes les grandes villes au Canada, ça a un impact sur l'itinérance. Donc, au final, on doit travailler sur tous les fronts. Faire une halte chaleur, en effet, développer des hébergements de transition, mais on doit aussi, à long terme, s'assurer de développer beaucoup plus de logements hors marché. Et dans Côte-des-Neiges NDG, on a une opportunité en or de répondre à ce besoin. Et cette opportunité, ça s'appelle Namur Hippodrome. Et je dois vous dire que je suis honnêtement très, très satisfaite des progrès qu'on a fait dans ce dossier cette année. En seulement 1 an, on est passé des grandes lignes du développement du quartier Namur Hippodrome à un plan clair, net et précis pour construire pas moins que 20 000 logements
dont la moitié seront hors marché. Une fois le projet complété, c'est près de 40 000 personnes qui viendront habiter dans ce nouvel écoquartier parce qu'on construit littéralement une ville dans une ville. Et je veux mentionner que si aujourd'hui on a un plan pour faire du quartier Namur-Hippodrome un quartier abordable, vert et à échelle humaine, c'est en grande partie grâce aux organismes communautaires de Côte-des-Neiges qui ont amené autour de la table de discussion et de travail ces valeurs essentielles aux gens de notre quartier, puis je leur en remercierai toujours. C'est sûr que Namur-Hippodrome, c'est un projet à long terme et que ça va prendre encore quelques années avant qu'on voit les premiers logements sortir de terre. Mais je veux vous assurer qu'on travaille fort pour créer plus de logements sociaux et abordables dès maintenant aux 4 coins de l'arrondissement. Juste cette année, on a confirmé la création de 121 logements hors marché dans le quartier Westbury. On a aussi débloqué le dossier du 4741 Barclay, où 31 nouveaux logements sociaux verront le jour. C'est un quartier que ma collègue Magda Popianou connaît très bien parce qu'elle a suivi ce dossier-là avant même d'être dans l'administration lorsqu'elle était dans l'opposition. On va à la prochaine diapositive. Oui, celle-là. Depuis le début de notre mandat, on travaille à verdir l'arrondissement dans une perspective d'équité territoriale. C'est un beau mot à dire, c'est un beau mot pour dire que peu importe où vous habitez, on souhaite que vous ayez accès à un quartier qui est accueillant, qui est vert et qui est résilient. Et donc, ultimement, à une meilleure qualité de vie. Et cette année, bien, on a multiplié les actions en ce sens également, parce qu'on a débuté ça dès qu'on est arrivé en 2021. Sur l'image, vous voyez la ruelle Goyer à côté de l'école Bedford, où on a complété finalement un aménagement pour faire un lieu de jeu puis de détente sécuritaire pour les jeunes. Je peux vous dire que j'ai été à l'inauguration de la ruelle Goyer, puis les jeunes qui ont déjà ils ont contribué finalement à ce que ça a l'air aujourd'hui. Ils étaient très, très fiers de leur réalisation. J'ai aussi entendu plusieurs commentaires de personnes qui me disaient que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu d'investissement de ce genre dans leur quartier. Un quartier avec des personnes, on va se le dire, qui en arrachent beaucoup. Donc, c'était très, très significatif pour moi d'être là présente et de dire à ces jeunes-là que c'est important d'exiger de leurs élus, que ce soit maintenant ou dans le futur, qu'ils puissent investir dans leur quartier. On a aussi planté 1000 arbres, ce qui représente 20% par rapport à 2023. Et finalement, on a creusé de nouvelles fosses d'arbres dans des secteurs identifiés comme des îlots de chaleur, c'est-à-dire dans des secteurs en manque d'espace vert. Puis ici, je pense beaucoup au quartier, au secteur d'Arlington, où, malgré ce que peuvent en dire nos collègues, on a beaucoup investi dans la plantation d'arbres du secteur d'Arlington, beaucoup plus que leurs prédécesseurs. Dès le début du mandat, j'ai aussi été claire avec nos équipes sur le fait que la propreté doit être une priorité. Je veux que les gens soient fiers de vivre dans Côte-des-Neiges NDG. Et pour être fiers de notre chez nous, ben, on a besoin de le garder propre. Nos équipes ont travaillé fort pour ça en 2024 et ce, depuis le début du mandat. On a fait des bliss d'inspection liés à la propreté dans certains secteurs stratégiques. On a organisé des ateliers de sensibilisation sur la propreté avec des locataires, avec des propriétaires et des concierges d'immeubles dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. On travaille à réaménager la ruelle Coolbrook juste ici à côté, où il y a des enjeux de propreté et de cohabitation sociale. Et finalement, depuis la semaine dernière, les immeubles de 9 logements et plus sont desservis en compost, ce qui fait que tout le monde dans Côte-des-Neiges NDG a maintenant accès à ce service. Mais pour arriver à notre objectif d'un arrondissement propre, on a aussi besoin que tout le monde embarque avec nous. Alors, au début de cette année, j'ai demandé à nos équipes de travailler au développement d'une campagne de sensibilisation à la propreté. Cette campagne, que vous pouvez voir un peu partout dans l'arrondissement maintenant, depuis cet été, a pour objectif de nous rappeler que notre responsabilité, à nous toutes et tous, est de mettre nos déchets à la bonne place, de sortir nos poubelles la bonne journée, etc. Pour que comme le dirait l'arbitre qu'on voit sur ces images ludiques, le petit personnage de la campagne, bien, on joue tous sur le même terrain et on gagne tous à le garder propre, ce terrain. On peut aller à la prochaine diapositive. On va parler maintenant de mobilité. En 2024, on a poursuivi notre grand travail de sécurisation des déplacements. Et comme toujours, c'est un travail qu'on fait en ayant en tête les besoins des plus vulnérables de la route. On a réaménagé les abords de plusieurs écoles afin de les rendre plus sécuritaires. On a construit pas moins de 101 dos d'âne à travers l'arrondissement, seulement cette année. On a refait 2300 mètres carrés de trottoirs à travers l'arrondissement. On a poursuivi la sécurisation de notre réseau cyclable avec le réaménagement de la rue de Terrebonne. Et finalement, on a ajouté 18 saillies de trottoirs seulement cette année
et 10 saillies virtuelles. Je ne sais pas si vous les avez remarqués, mais dans le cadre du budget participatif, ça c'était une idée des citoyens et citoyennes, ils proposaient, puisque les saillies de trottoirs verdis qui demandent de remettre et de refaire le béton coûtent très, très cher, on s'est dit, on va quand même aller de l'avant en sécurisant certaines intersections avec des saillies virtuelles. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a un marquage au sol. À certains endroits, on a mis j'ai juste rack à vélo dans la tête. On a mis des endroits où les gens peuvent mettre leur vélo. Si on les a mis dans les espaces de 5 mètres au bout des rues pour s'assurer de sécuriser finalement les intersections. On va continuer sur ce chemin-là, en plus de continuer à mettre nos saillies un peu plus dans le dur finalement. Au-delà des déplacements, on cherche toujours à aller plus loin pour bonifier l'expérience des citoyens et offrir une vraie vie de quartier, notamment à travers des initiatives comme nos placettes publiques estivales. Je vais reprendre les mots de ma collègue Magda Popeanu qui disait il y a quelques semaines, alors qu'on était à la piétonisation de la rue Lacombe, que ce genre de projet, c'est l'âme de nos quartiers. Je trouve que c'est une très belle façon de le dire parce que Magda a raison. L'âme d'un quartier, c'est des espaces publics où on peut se réunir et partager des moments de qualité. La preuve de ça, c'est que nos placettes sont fréquentées en permanence. Même quand il n'y a pas d'événement, et ça montre vraiment qu'on a répondu à un besoin en créant ces espaces. Il y a encore plusieurs endroits où on voudrait mettre des placettes. On a eu certains défis dans certains quartiers plus défavorisés et on trouve ça dommage que finalement on n'ait pas pu avoir l'aval de toutes les personnes dans ces secteurs-là. Mais moi, je peux vous dire que je vais continuer à me battre pour que même dans les secteurs plus défavorisés, on ait des placettes, on ait des lieux de rencontre. Il y a beaucoup d'écrits qui disent que ça favorise la sécurité et le sentiment d'appartenance dans un quartier. Dans des quartiers comme Darlington, j'en suis convaincue, on va être en mesure d'avoir des placettes dans le futur, des placettes qui seront beaucoup plus permanentes. Et pour continuer sur l'âme de nos quartiers, je vais vous parler d'une initiative dont je suis particulièrement fière. J'en ai parlé au début de la présentation. C'est celle des rendez-vous au Parc Notre-Dame-de-Grâce. En travaillant avec des citoyennes locaux du quartier de Notre-Dame-de-Grâce, des commerçants et des commerçants aussi qui sont sur la rue Sherbrooke, on a été capable de créer un lieu de rencontre par et pour les gens de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Je dois vous dire qu'on a commencé petit avec les gens de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, puis j'ai été moi-même surprise à plusieurs reprises de voir des gens qui venaient du plateau Mont-Royal, écoutez, ou de Rosemont, ou bref, de d'autres endroits dans l'arrondissement pour venir expérimenter nos rendez-vous Notre-Dame-de-Grâce, qui sont des soirées culturelles où les gens peuvent, tout en prenant un verre et manger une bouchée ou prendre une crème glacée de la crèmerie Calem, par exemple, ils peuvent profiter de l'été, profiter de l'extérieur et se rencontrer entre voisins. C'est honnêtement émouvant de voir ce qui se passe dans ces rencontres-là parce que ça crée des ponts entre les générations, ça crée des ponts entre les voisins, ça crée des ponts entre les cultures et c'est une première. C'est une première à Montréal. C'est une première dont je suis bien fière, puis je crois que ça va faire des petits à travers la ville. Je veux aussi parler de... Quand on parle de vitalité culturelle, vitalité économique, je veux parler justement de nos rues piétonnes. On a eu 2 rues piétonnes, si je ne me trompe pas, cet été. Il y a eu la rue piétonne sur Monclen, qui est Imagine Monclen, qui est une rue piétonne qui avait eu lieu, si je ne me trompe pas, en 2018-2019, qui a été cessée et puis qu'on a relancé cette année, mais qu'on a relancé avec force. Il y a eu énormément de personnes sur la piétonne Monclen, donc Imagine Monclen, qui a duré pendant 4-5 jours cet été. Encore une fois, là, j'ai vu des gens qui sont venus même de la Rive-Sud, qui sont venus pour la piétonne sur la rue Monclen. Je sais que les gens du quartier ont énormément apprécié d'avoir cet espace où ils pouvaient consommer dans nos commerces locaux, profiter d'événements culturels aussi, d'artistes beaucoup qui sont ici localement. Et puis, on a aussi eu la rue piétonne Lacombe, qui est une piétonnisation qui est là depuis déjà plusieurs années. Si je ne me trompe pas, 3-4 ans, la piétonne Lacombe, qui est juste à côté du métro Côte-des-Neiges, à la rentrée des classes, notamment de l'université. Et puis, également où les gens peuvent venir consommer dans les commerces locaux, mais aussi profiter d'une programmation culturelle qui est vivante et animée et où toutes les générations participent à chaque année et dont les gens, honnêtement, sont fiers et me reparlent de ces projets-là. Ils veulent s'assurer qu'on puisse continuer à en déployer dans l'arrondissement. J'espère vraiment qu'au cours des prochaines années, on va pouvoir déployer des rues piétonnes pour quelques jours ou pour des périodes plus longues un peu partout à travers l'arrondissement. On va se concentrer beaucoup sur le développement
économique de la rue Sherbrooke l'année prochaine. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire une rue piétonne sur Sherbrooke, je suis juste en train de dire qu'on va s'assurer de dynamiser le secteur de la rue Sherbrooke. On va aussi beaucoup travailler dans le secteur Victoria-Van Horn aussi l'année prochaine. C'est les deux secteurs où j'ai demandé à nos services là, de se concentrer pour la prochaine année. Là, je ne sais pas si j'ai mêlé dans les diapos. Oui, on peut aller donc à la participation citoyenne. À Côte-des-Neiges-NDG, la participation citoyenne est dans notre ADN. On est souvent, peut-être pas à la séance du budget, mais en général, on est souvent un des arrondissements avec le plus grand taux de participation dans les conseils d'arrondissement. En tant que mairesse, c'est important pour moi que notre vie démocratique soit à la portée de tout le monde, que les citoyens aient leur mot à dire sur les grands projets qui vont façonner l'avenir de notre arrondissement. Et un de ces projets, c'est le quartier, l'écoquartier Namur-Hippodrome, sur lequel on mène présentement une grande démarche de consultation publique à l'aide de l'Institut du Nouveau Monde. D'ailleurs, lors des activités de consultation publique, il y avait une bonne participation citoyenne. On espère arriver là, rapidement avec les conclusions de cette consultation pour pouvoir avancer prochainement sur le projet. On a aussi renouvelé le budget participatif de l'arrondissement qui a suscité beaucoup d'engouement cette année, avec 385 idées reçues. C'est environ 250 % de plus qu'en 2023. Donc, on voit qu'on a trouvé la façon d'engager les citoyens et citoyennes en participant, notamment, en faisant en sorte que les gens du budget participatif aillent dans nos activités culturelles et animations de parc durant l'été. Je pense que ça a fonctionné. Et puis, ça permet finalement aux gens de contribuer puis de voir que leurs projets, avec leurs idées, peuvent devenir concrètes, en fait, dans leur quartier. Finalement, on continue de travailler pour avoir un conseil d'arrondissement plus inclusif. Après avoir tenu une séance de conseil dans Darlington en 2023, on en a tenu une aussi dans le district de Côte-des-Neiges cette année. Il y en a une qui s'en vient dans le secteur West Haven à Loyola en novembre prochain également. Et c'est important parce que souvent, lorsqu'on va voir les gens du secteur West Haven, ils ont parfois l'impression de se sentir délaissés. Ils nous ont partagé qu'au cours des dernières décennies, c'était rare de voir des élus dans leur quartier, alors que ma collègue Despina et moi, donc on porte une attention particulière dans le secteur West Haven et on veut leur démontrer en allant dans leur centre communautaire que leurs besoins et leurs préoccupations sont importantes pour nous aussi. On a aussi ajouté, je ne sais pas si vous avez marqué, mais des sous-titres aux vidéos du conseil d'arrondissement en ligne afin de permettre aux personnes malentendantes de mieux suivre le conseil. Et c'est sans compter les multiples séances d'information que nos équipes ont organisées pour vous aider à mieux comprendre les changements qui s'en viennent près de chez vous. Ces séances, ce sont des moments cruciaux pour permettre à chacun et chacune de se familiariser avec les projets et de nous donner leur feedback sur ce qui pourrait être mieux fait finalement dans le cadre de ces projets. Pour aller à la prochaine diapositive, donc je vais vous parler maintenant des priorités d'action pour 2025. Il s'agit de nos priorités pour que vous le sachiez, tout budget confondu, que ce soit le budget de fonctionnement ou le programme décennal d'immobilisation. Prochaine diapositive. Dans les dernières années, on a beaucoup planifié et organisé la façon dont on allait investir dans nos infrastructures et notamment dans nos parcs. C'est cette planification rigoureuse qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on a beaucoup de projets qui vont être réalisés en 2025, sans compter ceux qui ont déjà été réalisés. Tout d'abord, début 2025, on va pouvoir inaugurer finalement le skatepark Benny. C'est une excellente nouvelle pour la communauté de skateboard et de patins à Côte-des-Neiges-NDG qui demande un skatepark digne de ce nom dont ils peuvent être fiers depuis très longtemps. On va aussi terminer les travaux du Centre Le Manoir à NDG, un espace qui attend d'être rénové depuis 10 ans. Et comme pour le skatepark, je suis très fière de dire qu'on est l'administration qui a été capable de débloquer ce dossier et de livrer la marchandise pour les gens de Côte-des-Neiges-NDG. Ici, c'est plus de 10 millions de dollars ou 14 millions de dollars, si je ne me trompe pas, d'investissement dans le Centre Le Manoir. Investir dans nos infrastructures, c'est important. Mais c'est essentiel aussi d'investir dans ceux qui font réellement battre le cœur de notre communauté, c'est-à-dire les organismes communautaires de Côte-des-Neiges-NDG. Donc, je suis très heureuse d'annoncer que pour une 3e année consécutive, on va indexer encore de 3 % le financement aux organismes communautaires. Donc, ça fait 3 budgets consécutifs qu'on indexe de 3 % le budget de nos organismes communautaires. Quelques autres petits points en rafale. On va continuer de contribuer à une meilleure sécurité alimentaire dans Côte-des-Neiges-NDG avec un plan de développement des communautés nourricières. C'est un plan qui a été fait en consultation avec les différents organismes de la communauté. On va organiser aussi des journées de la culture pour nos jeunes.
Et pour que vous puissiez être au courant de toutes nos activités, on va ajouter 21 écrans à travers nos différentes installations qui serviront à diffuser de l'information sur ce qui se passe dans l'arrondissement. On va à cette diapositive-ci. Donc, je veux revenir un peu sur nos infrastructures sportives puis sur nos parcs, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent cette année. Tout d'abord, on s'en va vers une réfection complète du parc Jean-Briand. Si vous habitez dans le district de Côte-des-Neiges et que vous fréquentez le parc, vous savez qu'il en a grand besoin. Après des années, on a finalement été capable de faire avancer ce projet de 11 millions de dollars et d'en faire une réalité. Donc, en 2025, on va rénover le chalet du parc et la pataugeoire du parc Jean-Briand. On va pérenniser la promenade Jean-Briand pour les personnes qui l'ont expérimenté au cours des dernières années. Ça a été commencé par un pilote qui a été travaillé avec les membres de la communauté. Puis maintenant, on a les fonds nécessaires pour pérenniser cette promenade-là qui est énormément utilisée pour les personnes qui y vont. Il y a des foules de personnes qui se promènent sur la promenade Jean-Briand, donc c'est un projet important. On va rénover le parc au complet pour que celui-ci réponde mieux aux besoins des gens du secteur. D'ailleurs, les travaux ont déjà commencé puis ils vont se poursuivre jusqu'à l'année prochaine. Il y a plusieurs autres parcs à travers l'arrondissement qui vont vivre des grandes transformations en 2025. On va finaliser en fait le parc Au parc Martin Luther King, on va revoir le terrain multisport. Donc, on va refaire la surface où les gens jouent au soccer en ce moment, qui est très, très, très utilisée, qui est arrivé complètement à bout en fin de vie. Donc, on va le refaire. On va aussi poursuivre nos travaux de rénovation au parc Mackenzie King qu'on est en train de complètement refaire en plus du terrain multisport qu'on va ajouter. Puis, on va finaliser la rénovation de la piscine du centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce et tout le parc Trendhome également. Si on va à la prochaine diapositive. Évidemment, en 2025, on va poursuivre nos efforts. Madame la mairesse, juste point de privilège. Est-ce qu'on a planifié plus dans la présentation pour être certain qu'on a le temps pour les questions des résidents? Je crois que la présentation devrait durer seulement 30 minutes. Merci. Donc, en 2025, on va poursuivre nos efforts pour construire un arrondissement plus résilient et plus vert. Pour y arriver, on va continuer de mettre en œuvre notre plan mètre de plantation où on a comme objectif de planter 1000 arbres en 2025. On va aussi protéger trois boisés à travers l'arrondissement, donc le parc Marie-Gérin-Lajoie, le parc du Précieux-Sang et le parc d'Ora-Wasserman. Finalement, on va continuer notre travail de plantation systématique des saillies de trottoirs. 2025, c'est aussi l'année où on va attribuer les premiers permis de construction pour le secteur Namur-Hippodrome. Et je veux qu'on prenne un moment pour réaliser à quel point c'est gros. Ça fait des décennies que des administrations se succèdent et parlent de faire du logement à l'hippodrome, mais peinent à le concrétiser. Puis on va commencer avec le secteur Namur-Hippodrome dans les prochains mois. Quand je suis rentrée en mandat il y a bientôt 3 ans, je suis allée voir la mairesse Valérie Plante et je lui ai dit que ça ne pouvait plus durer, qu'on devait faire ce qu'il fallait pour livrer le quartier Namur-Hippodrome pour les gens de Côte-des-Neiges et NDG. Puis elle m'a donné non seulement son écoute, mais aussi toutes les ressources et la volonté politique qui étaient nécessaires pour faire avancer ce projet. Et 3 ans plus tard, on a réussi. On est l'administration qui a débloqué le développement du quartier Namur-Hippodrome, puis on continue à travailler très fort, puis vous le voyez dans le budget en ajoutant des ressources qu'on va s'assurer d'avoir les équipes et les ressources nécessaires pour délivrer les permis le plus rapidement possible. Ensuite, si on va à la prochaine diapositive. Madame Katawa, je me permets de vous interrompre. Oui. Les citoyens qui veulent s'inscrire à la séance ordinaire du Conseil peuvent le faire entre 6h15 et 7h moins quart. S'ils sont dans la salle, ils peuvent aller dans le hall d'entrée pour s'inscrire. Parfait. Pour les personnes qui n'ont peut-être pas compris en anglais, so for those who want to ask questions for the ordinary session that's going to start at 7, you could go ahead and register your question. Donc, pour les personnes qui souhaitent poser une question à la séance ordinaire tout à l'heure, vous pouvez entre 6h15 et 6h45 aller à l'arrière inscrire votre question. Donc, je veux parler ici, donc on est à la vitalité économique. Les commerces locaux, ils sont au cœur de nos quartiers et en 2025, on va continuer de les soutenir de plusieurs façons. Ça veut dire soutenir les associations de marchands là où elles sont présentes en les aidant à redynamiser les artères commerciales. Ici, je pense à Sherbrooke-Ouest avec BizNDG, par exemple. Puis on va aussi soutenir les quartiers où il n'y a pas encore d'association de marchands. Puis j'en ai parlé tout à l'heure lorsque je pensais à Van Horn et Victoria, par exemple. Donc,
Ça, c'est vraiment juste des exemples d'éléments qu'on va mettre en place au courant de l'année 2025. En plus de toutes les consultations qu'on va faire, j'en ai parlé du plan de développement culturel, le nouveau plan directeur pour les parcs et espaces verts, j'en ai parlé également dans d'autres conseils. On va consulter évidemment les entrepreneurs de la rue Sherbrooke pour le développement économique de la rue. Puis, bien évidemment, on va continuer à être en contact avec la communauté pour le développement de l'écoquartier Namur-Hippodrome. Donc, avant de passer la parole à Mme Arcan pour la présentation détaillée du budget et du PDI, je veux conclure en disant que ce budget, il est pour vous. Je dis souvent, et je le répète aujourd'hui, vous avez votre mot à dire sur ce qui se passe dans votre quartier. C'est pour ça qu'on va continuer à être à l'écoute de vos besoins et aux besoins de la population, incluant la voix des personnes qu'on entend peut-être moins. Avant de conclure puis de passer au point à l'ordre du jour, je veux remercier encore une fois toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour écouter et poser des questions pour le budget tout à l'heure. Merci encore une fois aux équipes de la fonction publique d'avoir travaillé à le développer puis qui allaient travailler à le mettre en œuvre également. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Arcan. Merci beaucoup. Donc, voici en premier lieu pour la présentation du budget de fonctionnement 2025, les principaux défis budgétaires que l'arrondissement a dû faire face lors de sa confection. Donc, comme vous le savez, vous et moi, puis on le constate quasiment au quotidien, notamment lorsqu'on fait notre épicerie, bien, le coût de la vie continue d'augmenter. Pour l'arrondissement aussi, il continue à faire face à la poursuite d'un contexte inflationniste, mais ça se traduit surtout pour l'arrondissement dans des augmentations de coûts dans les contrats de services professionnels et techniques. Donc, malgré cette réalité-là, l'arrondissement a mis de l'avant deux grands objectifs. En premier lieu, limiter la hausse annuelle de la tarification des services locaux à 3 %. Donc, je parle ici des tarifs locaux de l'arrondissement. Donc, par exemple, des frais d'occupation du domaine public, des frais de location de salles, de location de terrain. En deuxième lieu, l'arrondissement a visé à limiter le coût des dépenses au niveau du taux d'inflation des 12 derniers mois. Donc, entre autres mots, ce que ça signifie, c'est que l'arrondissement a visé à limiter la hausse du budget à un taux maximal de 1,8 %, qui est le taux d'inflation du mois d'août 2023 au mois d'août 2024, selon l'Institut de la statistique du Québec, pour la région du Montréal métropolitain. Donc, avec ces objectifs en tête, ce soir, l'arrondissement présente un budget équilibré de 80 191 300, ce qui constitue une hausse de 1,5 % par rapport à cette année, à l'année 2024. En termes monétaires, c'est une hausse de 1,2 million de dollars. Le budget 2025 se reflète par une diminution du taux de la taxe locale relative aux services, qui est actuellement de 4,7 sous par 100 $ d'évaluation et qui passerait en 2025 à 3,89 sous par 100 $ d'évaluation, ce qui est un taux bas dans l'histoire de l'arrondissement. On a voulu calculer pour vous quel serait l'impact pour les propriétaires d'immeubles imposables de cette diminution du taux de taxe lorsqu'elle est jumelée à l'augmentation prévue des valeurs foncières en 2025. Donc, l'impact moyen sur le compte de taxes, et là, je parle vraiment de la portion sur le compte de taxes qui est liée à la taxe relative aux services, qui, elle, est sous la gestion de l'arrondissement. Donc, l'impact moyen sur le compte de taxes pour un propriétaire d'unifamilial de valeur moyenne est estimé à 29 $ de plus en 2025, et pour le propriétaire d'un condominium de valeur moyenne, de 7,70 $. Un des faits saillants du budget 2025, c'est la création de postes dédiés. Dédiés à quoi? La mairesse en a parlé précédemment, au développement du quartier Namur-Hippodrome, aux interventions sociales dans le milieu communautaire et à l'inspection du domaine public. De plus, on note une stabilisation accrue de la main-d'œuvre qui s'est concrétisée par la création de postes permanents dans les activités de culture et dans la réfection du réseau routier. Finalement, l'arrondissement poursuit toujours ses efforts en habitation, en propreté, pour favoriser ses milieux de vie, ainsi qu'en visant une plus grande vitalité économique. Je vous présente maintenant la variation budgétaire entre l'année 2024 et l'année 2025.
Donc, on note qu'en 2025, le budget total de rémunération passera à 53,2 millions de dollars, ce qui est en fait environ 66 du total des dépenses de l'arrondissement. Vous voyez plus bas maintenant les sources de financement qui permettent de financer le budget d'opération 2025. Donc, en premier lieu, il y a les transferts centraux. Il est important d'indiquer que la Ville-Centre a pris comme décision d'indexer de 1,8 % les transferts centraux, ce qui permet de générer un apport additionnel de 1 million de dollars pour aider à équilibrer le budget 2025. En deuxième lieu, il y a une revue des activités qui a été chapeautée par la Ville-Centre qui se concrétise par une cible de réduction de 300 000 $ qui a été appliquée au budget 2025. En troisième lieu, on voit un transfert d'activité d'un montant d'équivalent d'environ 500 000 $, mais permettez-moi d'y rentrer plus en détail dans les acétates qui vont suivre. En quatrième lieu, il y a un reclassement de budget entre arrondissements pour ce qui est des activités liées à la gestion de l'eau. Il est important de préciser ici que cette diminution de 200 000 $-là ne signifie pas une diminution de service. L'activité de l'eau, c'est une activité qui est subdéléguée en arrondissement et selon le règlement, si l'arrondissement ferait un déficit dans cette activité, il serait remboursé par le service des finances. Donc, c'est plutôt un reclassement de budget entre certains arrondissements qui affichaient un surplus vers des arrondissements qui ont affiché au cours des dernières années des déficits. Ensuite, depuis quelques années, l'arrondissement a la possibilité d'anticiper des revenus de permis de construction et de modification pour équilibrer son budget. De manière conservatrice, l'arrondissement a décidé de maintenir sa base 2024, donc 1,6 million de dollars pour l'équilibre budgétaire 2025. Ensuite, la taxe locale relative aux services permet de générer un apport supplémentaire de près de 769 000 $ pour aider le financement du budget d'opération 2025. Les revenus autonomes, lorsque j'ai présenté précédemment, l'arrondissement a décidé de limiter la hausse des tarifs locaux à 3 %. Donc, le budget en 2025 va s'élever à 4,4 millions de dollars en termes de revenus locaux. Finalement, oui, il y a l'affectation de surplus. On note une légère augmentation depuis l'année 2024. Donc, en 2025, l'arrondissement va utiliser 1,7 million de surplus afin d'équilibrer son budget d'opération. Il est important de mentionner que ce surplus-là va être utilisé pour financer l'entièreté des postes temporaires à l'arrondissement. Voici maintenant la répartition des dépenses par activité à l'arrondissement. Il est important de noter qu'en premier lieu, je vous ai montré précédemment que le budget de rémunération, c'est 66 % du budget de l'arrondissement. Mais le budget de rémunération est indexé à chaque année en respect des différentes conventions collectives existantes à la Ville de Montréal. Mais je soulève maintenant votre attention à la ligne de patrouille de quartier et contrôle animalier. Oui, on voit ici une baisse de budget d'environ 400 000 $. Ce qui est important d'expliquer, par contre, c'est que depuis plusieurs années, les ententes pour assurer les services animaliers relèvent des arrondissements. Donc, les arrondissements avaient un budget dans leur budget pour assurer les services animaliers. Et puis, l'arrondissement de Côte-des-Neiges a une entente avec la SPCA. Par contre, le service de la concertation des arrondissements a récemment adopté un projet pilote de refuge animalier. Donc, il a été décidé ici que la compétence doit maintenant relever du Conseil de la Ville. Donc, en 2025, l'arrondissement va transférer un budget afin d'assurer la gestion puis le renouvellement des contrats en cours jusqu'à l'ouverture d'un refuge. Donc, le fait qu'on voit une baisse de budget, ça ne signifie pas que l'arrondissement va baisser son niveau d'activité en lien avec les services animaliers. C'est plutôt un transfert de compétences. Donc, l'arrondissement transfère son budget vers la Ville-Centre afin qu'ils en assurent une gestion optimisée. C'est le même cas de figure au niveau des réseaux d'aqueducs et d'égouts. La Ville a récemment créé un site de gestion des sols contaminés afin de répondre aux besoins des arrondissements, puis leur permettre de disposer de matières optimales et standardiser leurs sols d'excavation.
Donc, en 2025, l'arrondissement va transférer un budget lié à cette activité qui va, à l'avenir, être géré par le service de la concertation des arrondissements afin d'avoir un site intégré de gestion des sols contaminés. Donc, c'est un peu le même cas de figure que pour les services animaliers. L'arrondissement avait le budget, mais transfère maintenant son argent lié au sol contaminé à la ville-centre afin qu'ils en assurent une gestion optimisée. Maintenant, je déplace votre regard vers des variations positives. Par exemple, l'activité des parcs. Donc oui, on note une variation importante à la hausse. C'est en gros lié à l'indexation de la rémunération, mais aussi lié à la décision de créer un poste d'inspecteur en propreté. Donc, on note ici les différentes variations entre activités, mais celles-ci ne reflètent pas de diminution de service, mais bien un maintien de service et un transfert d'activité afin d'en assurer une gestion optimisée. On voit ici de façon imagée où va chaque dollar dépensé à l'arrondissement. Donc, on voit clairement que les activités de sport, loisirs, développement social, de voirie, marquage, éclairage de rue et de parc, ces trois activités-là, ça représente 50 des dépenses de l'arrondissement. On voit aussi, d'un autre ordre d'idée, d'où viennent nos principales sources de financement. On voit ici que les transferts centraux totalisent 74 du budget de l'arrondissement. Les revenus de taxes locales relatives aux services aussi ont un apport important. Ça représente 16 des sources de financement de l'arrondissement. Et finalement, l'anticipation de revenus de permis de modification et de construction, ajoutée aux revenus autonomes et à l'affectation de surplus, permettent d'avoir un montant qui finance à 10 le budget d'opération 2025. Voici maintenant la répartition des revenus locaux par type de revenus. Donc, l'arrondissement s'est engagé à indexer en moyenne de 3 ses revenus locaux. Donc, le budget de revenus en 2025 va totaliser 4,4 millions de dollars. Je note votre attention. On note ici aussi une variation négative dans les panneaux publicitaires, mais c'est lié à un dossier spécifique, en fait. C'est en lien avec une entente actuelle avec Astral Media au niveau de colonnes publicitaires qui sont actuellement sur le territoire de l'arrondissement. Et à l'automne 2024, ces colonnes-là vont devenir une propriété de l'arrondissement. Donc, l'arrondissement n'encaissera plus de revenus sur ces colonnes-là et va en assurer maintenant la gestion du contenu des publicités sur ces colonnes-là qui sont sur le territoire de l'arrondissement. Donc, on a bien sûr reflété de façon transparente la baisse de revenus anticipés en lien avec ce dossier-là. Mais mis à part ce dossier-là, la variation budgétaire est entièrement reflétée par une indexation de 3 en moyenne des tarifs locaux. Voici maintenant l'évolution des surplus et des réserves financières au cours des 8 dernières années. Bien sûr, on n'a pas fini l'année encore 2024, donc le solde que vous voyez en 2024 est daté du 31 août. OK? Donc, je porte votre attention sur la première ligne, les surplus non affectés, qu'on appelle communément les surplus libres. Vous voyez une diminution à la baisse. Les surplus libres sont maintenant de 1,2 million, mais d'un autre coup d'œil, c'est une bonne nouvelle. Ça reflète qu'il y a des travaux qui sont en cours, entre autres des travaux de réaménagement géomatique, des travaux de réfection routière qui ont été financés par le surplus de l'arrondissement. C'est le même cas de figure à la deuxième ligne pour les surplus affectés à différents projets ou programmes. On note que le solde a baissé d'un peu plus de 2 millions par rapport à la fin de l'année 2023. Mais là aussi, c'est parce qu'il y a des travaux qui sont actuellement en cours qui ont été financés par des surplus qui étaient réservés pour ces projets-là, tels les travaux au Centre Le Manoir, le nouveau skatepark au Parc Béni, puis des travaux de réfection routière. L'arrondissement bénéficie aussi d'une réserve climatique, une réserve neige, une réserve liée à la santé et sécurité au travail, une réserve pour imprévus, un fonds de parc et un fonds de stationnement. Mais je tiens à spécifier ici le solde que vous voyez de 7,5 millions en 2024 pour le fonds de parc, maintenant, est de 2 millions. Pourquoi? Parce que le contrat de réaménagement du parc Jean-Briand a été fort majoritairement financé par le fonds de parc.
Donc, ces sources de financement-là, les surplus de l'arrondissement, ils permettent à l'arrondissement de financer plusieurs grands projets à l'arrondissement. Voici maintenant la présentation sur le programme décennal d'immobilisation qu'on appelle communément PDI pour les 10 prochaines années, 2025 à 2034. Ce qui est important d'expliquer, c'est qu'en plus des enveloppes annuelles d'emprunt, l'arrondissement bénéficie de plusieurs sources de financement afin d'assurer la réalisation de ses projets. Elle compte sur ses surplus, comme je vous ai montré précédemment, mais aussi sur les financements de la Ville-Centre, en plus des financements de certains paliers gouvernementaux. Entre autres, on voit ici, l'arrondissement s'attend à recevoir 6,8 millions dans le cadre d'un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives en lien avec le dossier de réfection du centre Trenor. Voici maintenant la répartition du PDI pour les 10 prochaines années. L'arrondissement investit 42 de ses enveloppes annuelles à la réfection routière, 36 à la protection des immeubles et 22 au réaménagement de parcs. Vous voyez ici, en détail, la liste des projets qui sont planifiés à être réalisés à court, moyen et long terme sur le territoire de l'arrondissement. Donc, je vous laisse le temps de les regarder. Madame Katawa en a nommé plusieurs lors de sa présentation. Donc, entre autres, il y a des travaux dans les 2 arénas de l'arrondissement. Des programmes de mise à niveau des maisons de culture à la Bibliothèque et Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges. On voit aussi des projets au centre communautaire NDG, la réfection de la toiture, et au centre sportif Côte-des-Neiges également. Comme je parlais précédemment, l'agrandissement du centre Trenor est prévu, quand même à court terme. Et finalement, pour nos projets dans les immeubles, nos clos de voirie. Donc, des projets sont prévus à court et moyen terme dans nos 2 clos de voirie. Finalement, au niveau du programme pour les projets dans les parcs, plusieurs projets sont prévus, donc notamment le réaménagement du chalet au parc Loyola, le réaménagement complet du parc Jean-Briand et l'aménagement d'un terrain synthétique multisport au parc Mackenzie King, le remplacement d'équipements sportifs au parc Martin Luther King, la réfection de sentiers au parc Herder Bridge. Je n'en nomme que quelques-uns, mais vous avez la liste complète devant vous. Et bien sûr, à chaque année, l'arrondissement n'oublie pas d'investir une bonne partie de ses enveloppes annuelles à la réfection routière, à la réfection de trottoirs, de puisards et bien sûr aux mesures d'apaisement de la circulation sur son territoire. Finalement, je vous présente ici le solde de la dette de l'arrondissement. Donc, l'arrondissement, au 31 décembre 2023, avait 45,8 millions de dettes, donc d'emprunts. Elle a remboursé en 2024 5,4 millions de capital et 1,3 millions en intérêts, pour un total de 6,7 millions de dollars. Les nouveaux emprunts en 2023 totalisent 6,8 millions. Donc, quand on fait le 45,8 moins le 5,4 plus le 6,8, bien, ça donne le nouveau solde de la dette en 2024 qui est maintenant de 47,2 millions de dollars. Ça, c'est la dette évaluée à la fin de l'année de l'arrondissement. Quand on compare maintenant la dette de l'arrondissement par rapport à sa capacité d'emprunt, bien, on remarque que l'arrondissement a des dettes qui sont équivalentes à la moitié de sa capacité d'emprunt. Donc, en d'autres mots, c'est comme de dire que l'arrondissement assure une saine gestion de ses emprunts. D'accord? Donc, maintenant, voici les prochaines étapes. On est ce soir, le 7 octobre, séance extraordinaire visant l'adoption du budget de fonctionnement et du PDI 2025-2034. Par la suite, il y aura le dépôt pour adoption du budget de la Ville en novembre et en décembre au comité exécutif et au conseil municipal. Et de notre côté, en arrondissement, on prévoit l'adoption du règlement des tarifs locaux et de la taxe locale relative aux services au conseil d'arrondissement du 2 décembre prochain. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je repasse la parole à Mme Katawa.
Merci beaucoup, Madame Arcan. Donc, nous sommes maintenant au point 10.05, donc la période de questions orales du public. Nous avons une personne inscrite pour la période de questions orales et nous n'avons pas de questions écrites. Donc, peut-être de rappeler les règles parce qu'on est en séance extraordinaire, là. Dans le sens que c'est 15 minutes. C'est ça, la période de questions est de 15 minutes. Oui, Les règles sont les mêmes. Je pense qu'on a une seule personne qui s'est inscrite. Donc, qui connaît bien les règles par ailleurs. So, Mr. Montagano, the mic is yours. Thank you. So, bonjour, hi, everybody. I have to say that I find it depressing that I am the only person here to ask a question on the 2025 budget. This administration, and many times in this presentation tonight, you talked about participatory involvement of the population in civic affairs. But I personally think it's extremely embarrassing that I'm the only person here to ask a question. And I think it has to do with the fact that you have this council meeting slapped for a regular council meeting, and nobody knows about it, which is ironic because just last Wednesday, you had a public consultation on Trinity Church. That was in the evening, 7 o'clock, you know, depressing. And I agree with Stephanie, the budget is scandalous, right? Project Morial came into power promising that they were going to fix our budgetary problem, the chronic underfinancing of the borough CDNEG. And as far as I can see in this budget, you have not. Now, when I read these budgets, I always get like confused because the data is not really presented in my mind in a clear way, especially as it relates to tax increases. You basically list the mill rate, right? But when our valuations of our homes go up, that means our taxes go up. So when I'm looking at the information here, Magda, right, if you go to your budget, I'm seeing that your tax revenues, local tax revenues here, right? Where is that part of that document? Whew. There we go. I just saw this for the first time tonight, gentlemen, so please, or people, I've asked for your patience. So tax revenues as a whole are up 6.2%. So you have 13,136,500 in 2025, and you have 12,367,600. Oh, are you rushing me here, Magda? No, we're saying en conclusion, you took like 3 minutes to do your introduction, so you need to go to your question now. We have 15 minutes, right, for the question No, period? you have 2 minutes for your first question. Mr. Montagano, honestly, it's been like 15 years you're coming here to ask 20. questions. Okay. That's right. So you have 2 minutes for your first Oh, question and 1 minute for the second. So do you have a first question? Well, I'll say in the 20 years I've come here, this particular administration is the most strict in trying to shut down questions. So I'll just make that statement. So here it says the tax revenues, I made the calculation, as a whole are up 6.2%. So what does that represent in terms of a percentage increase, Magda, in terms of property taxes as it relates to the local taxes? You don't know? You don't know. Tu veux pas répondre? Tu veux pas répondre? Mr. Montagano, Right? so as I told you several times, so we were in communication, okay. So it's two possibilities. You don't want to understand, or you don't understand what we are saying, okay. So I'm very surprised, okay. I answer you every time you wrote me, so I explain you slowly and slowly, and was a beautiful presentation this evening explaining the fact the budget is not comparing with the last year because it's a lot of services, it's transfer of staff,
it's program financing different stuff. So you cannot compare. So if the city hall, the central city finance some activities, of course, you explained very well actually what happened. So please take the time to analyze. I understand you want to do politics. Both of us, we are doing politics for a long time. So, but please, okay, I will answer to precisely question if you have it. Thank you, Magda. Okay, I asked you a question on a percentage level, how much are local taxes going up? Are you not going to answer that question? So this is your second question? No, this is my first. She's not going to answer that I think question? it was clearly said it's 5%. Okay, thank you. So you have 49 seconds. All right. Oh, I have 49 seconds. Go Okay, ahead. Thank you. Okay, my next question is that on a good news side, right, I see that our population has gone up. It's 185,463 people. That's up 11,734 people. Now, as you know, Magda, I went to the Commission d'Accès Information, right? And I have in my hand the formula, right? And one of the major variables in the formula, right, and how the central city decides how to disperse money to each borough is the number of people and the number of households, okay? So I'm just curious, what impact has the increase in population had on the central transfers to the borough of CDNEG? It's a global calculation, as I explained in one of my email. Okay. So we still work with the RFA, la Réforme de Financement d'Arrondissement. We promise to correct it, okay. But it's a long way. And of course, it's not the perfect. So actually, the RFA was done during the Coder administration. Yeah, the Coder administration. So And just so people know, RFA means the Réforme Financement d'Arrondissement. I translated, okay. Yeah. So Réforme de Financement. So it's based on the historical budget of the boroughs. I don't say it's fair, but you cannot, you cannot compare the number of, so increase of the population of the borough with what we demonstrate a lot of realization with done in the borough, and we want to be done in the borough. So has nothing to do, it's not only numbers, it's what you do with the money. You can have money, you can have budget, but if you don't do nothing with, so what we did is important and what we want to do is important. So the money, the budget we have will serve to make a lot of stuff. I'm sorry, Maddie, but you didn't answer the question I asked. Donc, Monsieur Montagano, vous savez très bien Okay. que la période de questions est terminée. Merci beaucoup. Donc, on est maintenant au point 10.06. En fait, il n'y a pas de questions écrites. Donc, on est au point 10.07. On est à la période des questions des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil? Il y a des questions des membres du Conseil sur le budget? Oui, Monsieur Monrose. Oui, merci, Madame la mairesse. Merci pour ceux et celles qui se sont déplacés pour être présents. It's unfortunate only one person asked a question because we've heard many questions from people over the course of the last year about the budgetary process. And I just had one question that was brought up that there were several things that we asked for further details about that we didn't get those questions, namely the breakdown of the actual hirings in the borough. Right, instead of a summary, we wanted the specifics of who was hired and fired instead of a overall average of what the increase was. So that we still haven't received. But my question specifically about the patrouille animalier. So there's a decrease in the patrol amounts. Très bien expliqué par Madame Arcan. Merci encore pour la présentation. Mais la question est posée parce que je sais que le développement et le partage, bien sûr, est complètement donné aux villes-centres maintenant, mais le développement du patrouille animalier commence dans l'Est. Le développement est à deux phases. Premièrement, un centre animalier dans l'Est, mais en attendant, ici, nos arrondissements dans l'Ouest, on ne va pas être fourni les services par Pro-Anima à Saint-Léonard. Et d'entendre qu'on va donner de l'argent au central pour gérer un enjeu qui va demeurer local pour plusieurs années,
est-ce qu'on a des assurances du central qu'on a un partenaire local à Côte-des-Neiges-NDG qui va traiter nos animaux d'une façon saine et sauve? Parce que, bien sûr, on comprend que l'SPCA ne va pas offrir ses services du centre-ville. Est-ce que Côte-des-Neiges-NDG a un plan pour les services animaliers avant que la production d'un centre de services animaliers est produit dans l'ouest de l'île? Merci beaucoup. Je vais débuter la réponse, puis je vais laisser les services continuer. Puis j'avoue honnêtement que je trouve ça difficile parfois d'entendre les propos de l'opposition comme si c'est la première fois qu'ils entendent un projet. Pour que les gens dans la salle soient au courant, OK, ça fait plusieurs mois que la Ville-Centre explique exactement comment est-ce qu'on va faire le transement de la gestion, le contrôle animalier finalement d'une organisation à une autre, c'est-à-dire on s'en va vers ProAnima. On a expliqué, puis ils ont des documents qui explique exactement comment est-ce qu'on va faire le transfert. Donc, en effet, ça va commencer à l'est de la ville, mais pendant ce temps, nous, ici à l'ouest, qui avons la SPCA dans notre arrondissement, on va continuer à avoir les services. Par ailleurs, ce que l'opposition ne mentionne pas aux citoyens, puis qui est important, c'est que le contrôle animalier, c'est la responsabilité des arrondissements. C'est-à-dire que si la Ville-Centre ne nous proposait pas d'avoir une gestion commune du contrôle animalier, bien, on devrait, nous, trouver des façons en arrondissement, sans la SPCA, d'offrir un contrôle animalier qui serait beaucoup plus coûteux que ce qui est proposé par les services centraux en ce moment. Et tout ça, je le répète, pour que la population ne soit pas confuse avec les propos de mon collègue, qui, par ailleurs, a de la difficulté clairement à comprendre ce qu'on lui explique, parce que ce dossier a été expliqué par ma collègue Maja Vodanovic et les services centraux depuis plusieurs mois, puis ils ont les documents en leur possession. Donc, je veux rassurer la population. On a un plan pour la gestion du contrôle animalier, compte tenu du fait que ce ne sera plus la SPCA. Et la SPCA, en anglais, on dit, est en phasing out. Mais pendant qu'on commence le déploiement de ProAnima à l'Est, la SPCA continue de servir l'arrondissement de Côte-des-Neiges-NDG. Fait que je ne sais pas si les services veulent ajouter des affaires, mais il fallait que je clarifie. Voilà ce qui a été dit par mon collègue. Non, il n'y a rien à clarifier, il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste pour clarifier, parce que vous avez dit trois différentes choses. Qui va donner les services dans l'arrondissement après? SPCA. Et pas ProAnima. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que. Parce que votre dernière réponse, vous avez dit ProAnima. Vous avez reçu dans un document il y a plusieurs mois. Donc, la Ville de Montréal a développé un plan pour une gestion beaucoup plus efficace des animaux dans la ville, considérant que la gestion des animaux est une compétence d'arrondissement. Donc, pour sauver des coûts, ils ont mis en place un plan pour partir de la SPCA pour aller à ProAnima. Et ça, vous le savez. Le plan commence à l'est de la ville, avec ProAnima. Pendant que le plan commence à l'est de la ville et que la transition n'a pas été faite en arrondissement, c'est la SPCA qui va fournir les services ici en arrondissement, dans la partie ouest de la ville. Tout ça a été expliqué depuis plusieurs mois à mon collègue et c'est vraiment dommage qu'on a des élus autour de la table qui ne comprennent et ne saisissent pas grand-chose de ce qui est expliqué à chaque fois qu'on fait des présentations. Merci pour la clarification. Et non, j'ai jamais reçu ces documents en expliquant que le service central va être donné à travers le SPCA. Donc, juste pour être clair, peut-être c'est les informations qui sont à vos dispositions, qui sont pas disponibles à l'opposition. C'est la raison qu'on demande des questions au public comme ça. Merci pour la clarification. Oui. Ça fait plaisir de donner les informations, honnêtement, chers collègues. Puis je pense que c'est nécessaire que vous ayez les informations pour prendre des décisions, raison pour laquelle on a fait la présentation en amont du budget. Il faut savoir que ce dont je suis en train d'expliquer, on l'a voté au conseil municipal. Un conseil, vous siégez. D'accord. Donc, je l'ai expliqué. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions des élus? Oui, allez-y, M. Morose. Merci. Oui, absolument. Je vais prendre tout le temps disponible. Il nous reste 6 minutes avant 7 heures. Merci. L'autre question, c'est dans le document de présentation, c'est écrit pour le hippodrome, le développement du PDAD du quartier hippodrome Namur, que ça va être 20 000 logements hors marché. Mais dans les présentations que j'ai vues ultérieurement, c'est 10 000 logements hors marché. Donc, juste parce que quelque chose a été écrit que je voulais être certain et clarifier, est-ce que le projet du PDAD
Et c'est 20 000 logements hors marché ou 10 000 logements hors marché? Parce que les documents et ce que vous avez dit dans votre introduction n'est pas exactement le même et j'aimerais clarifier pour les résidents. Mais ça a été écrit, dit à plusieurs reprises, puis c'est ce que j'ai dit dans ma présentation. Donc, c'est 20 000 logements qu'il y aura dans le secteur du quartier d'Améry-Hippodrome, dont 10 000 logements hors marché. C'est toujours ça qui a été dit. OK, juste pour clarifier, le document émis dit 20 000 logements hors marché. D'accord, Merci donc c'est pour la peut-être un typo. clarification. Parfait. Oui, prochaine question. Oui, merci. La dernière question, je crois qu'on a pour le temps, c'est dans le présentant de budget, vous avez dit qu'il y avait une augmentation immense des nombres d'arbres plantés cette année à cause des neiges NDG. Je crois que le nombre, c'est 1000. Est-ce que ça compte aussi le 600 arbres qu'on a plantés pour le micro-forêt dans le parc Mahatma Gandhi? Parce que le nombre haute de 1000 arbres plantés, est-ce que c'est inclus le 6000 qu'on a planté pour le micro-forêt? Merci. C'est une bonne. En fait, ce que j'ai dit, c'est j'ai pas dit qu'on a eu une augmentation de 1000. J'ai dit qu'on a fait un plan maître de plantation que vous avez en votre possession, qu'on vous a expliqué également pendant une bonne heure dans une présentation. Donc, ce qui est écrit, c'est que c'est 1000 arbres qui ont été plantés cette année et qui seront également plantés l'année prochaine. Pour savoir si ça inclut les arbres de Mahatma Gandhi, je me rappelle plus du détail. Mais vous avez un document en fait, qui l'explique. on parle vraiment d'une micro-forêt dans le cas de Mahatma Gandhi, donc c'est pas quantifié dans les 1000 arbres. Les 1000 arbres sont plantés en bordure de rue ou dans les parcs, mais c'est vraiment un exercice séparé pour Mahatma Gandhi. Merci beaucoup. D'accord. Donc, vous avez Madame Popianou? Si ma mémoire est bonne, là, c'était un projet qu'on avait fait avec les micro-forêts là, qui sont à l'extérieur des plantations régulières qui sont faites par les services, si ma mémoire est bonne. D'accord. Donc, on va passer au point 30.01. Donc, je propose, appuyé de Despina-Sourias, d'adopter et de soumettre au comité exécutif la prévision budgétaire de l'arrondissement pour l'exercice financier 2025. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. En 30.02, je propose, appuyé de Despina-Sourias, d'approuver le programme décennal d'immobilisation 2025-2034 et son financement. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. Donc, ceci conclut la séance du Conseil d'arrondissement extraordinaire pour le budget. Nous allons donc faire une pause de 5 minutes. Donc, nous allons redébuter à 19h05 pour la séance ordinaire du Conseil. Merci.